Merci. Je viens dans ma formation du champ du design, donc une petite partie sur le design, mais ce ne sera pas mon propos aujourd'hui. Par contre, je serai ravi d'en discuter avec vous dans les autres moments de la journée si vous voulez échanger avec moi. Alors, mon propos aujourd'hui va finalement prolonger les échanges de la conférence d'avant et des deux conférences d'avant, où on a commencé à parler des intelligences artificielles et du deep learning, qui ont d'ailleurs été évoquées dans d'autres conférences hier, notamment sur les enjeux de reconnaissance de caractère. À savoir, la problématique que je voudrais poser aujourd'hui, est-ce que ces technologies du deep learning, que je vais prendre le temps de situer historiquement et de détailler, enfin d'expliquer rapidement le fonctionnement, est-ce que leur opacité intrinsèque, donc leur côté boîte noire, à un certain moment ne viendrait pas interroger, voire invalider l'expression qui donne le titre au colloque, à savoir d'humanité numérique. Et pour ça, donc, je vais passer par deux champs. D'une part, la philosophie de la technique, et d'autre part, le champ de l'arrêt du design que je mets dans le même paquet. Quelques éléments d'introduction pour situer le contexte sur les intelligences artificielles, que je mets au pluriel volontairement, qu'on emploie souvent au singulier, mais il me semble qu'il y a un contresens, étant donné que ça recoupe en réalité des technologies qui peuvent être très très différentes. Ces technologies différentes, en tout cas cette pluralité d'approches, a été entrevue dès le tout début de ce champ, que je propose de situer avec Alan Turing, de façon assez classique, où Turing se demande dans son texte de 1950 sur l'intelligence et les machines, que deux approches peuvent être possibles. D'une part, qu'on pourrait du coup apprendre des règles à la machine, comme dans l'exemple du jeu d'échecs qui était évoqué auparavant, ou d'autre part, on pourrait essayer d'imiter le comportement, en tout cas le raisonnement d'un enfant. Je paraphrase Turing. Et donc Turing, à l'époque, ne tranche pas entre ces deux approches. Donc là, j'extrapole Turing dans un vocabulaire plus contemporain. Deux grandes familles d'intelligence artificielle, historiquement, se sont dégagées. La logique symbolique, qui vise en amont à donner des règles à la machine et lui faire appliquer ces règles, finalement, c'est la programmation traditionnelle de l'algorithmie. On va faire exécuter à la machine un programme ou une série d'instructions déterminées et quand même la plupart du temps écrites par des êtres humains. D'autre part, une logique, donc cette fois totalement différente, celle du deep learning, qui consiste à essayer de créer une situation où la machine serait capable, théoriquement, avec des gros guillemets, d'apprendre par elle-même. Donc c'est la logique connexionniste. Donc ces deux logiques vont finalement s'affronter, on va dire depuis les années 50 jusqu'au début des années 90, pour aujourd'hui arriver à une domination de la logique connexionniste. Il y a aussi des sous-catégories, mais je propose qu'on ne rentre pas là-dedans. Alors ce schéma, je le trouve intéressant, je l'emprunte à Dominique Cardon et son équipe qui ont rédigé un article de synthèse tout à fait intéressant sur ces querelles. La logique traditionnelle à gauche, où des êtres humains ont rédigé un programme, mettent des entrées, des inputs et on fait ressortir quelque chose, un output. Et d'autre part, à droite, la logique cette fois du deep learning, où c'est totalement différent. On met des entrées et des sorties en même temps et c'est la machine elle-même qui finalement écrit son propre programme ou ses propres règles. Ces règles que d'ailleurs un être humain du coup n'est pas forcément et même habituellement pas en capacité de comprendre les tenants et les aboutissements. Donc c'est un changement de paradigme total dans la façon d'envisager l'informatique et la programmation. Je reviendrai après là-dessus. Deux exemples clés pour montrer cette différence. Ici, donc, la logique traditionnelle, on évoquait le jeu d'échecs, donc ça tombe bien juste avant, où en 1997, donc la mise en scène est assez spectaculaire, du coup, pour la première fois, une machine bat le champion du monde d'échecs. Du coup, cet exemple repose sur la logique symbolique. La machine va calculer tous les coups possibles et on lui a appris à faire ça auparavant. Autre exemple, 20 ans plus tard, dans une mise en scène similaire sur le jeu de Go, où cette fois, ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup trop de combinaisons possibles que la machine calcule, et donc il faut une autre approche, celle du deep learning, et du coup, voilà, ça montre aussi la rivalité entre Google et IBM. Donc ces deux exemples a priori similaires reposent en réalité sur des technologies finalement très différentes. L'émergence du deep learning au début des années 90 s'explique essentiellement par un changement de paradigme, en tout cas de situation technique, à savoir les big data, qui du coup sont des jeux de données très importants qui ne sont pas du tout adaptés aux petits jeux de données des intelligences symboliques. Le spam ou l'analyse des graphes sociaux nécessite une autre approche technique. J'avance un peu vite parce que
Je préfère vous montrer après les aboutissants de tout ça dans les inégalités numériques. Alors, le paradigme de la boîte noire, il est très important, je l'ai évoqué, à savoir si la machine peut écrire elle-même, enfin peut apprendre elle-même et peut écrire ou réécrire elle-même ses propres règles. Cela se fait dans un langage, avec des guillemets aussi, mais en tout cas dans un langage informatique, qui du coup n'est plus du tout compréhensible par l'être humain. L'être humain va jouer un peu le rôle d'opérateur, va régler les inputs, enfin les entrées et les sorties, pour parler en français, mais ne va pas du tout maîtriser l'écriture des règles. Autrement dit, la seule chose qui va compter, c'est l'efficacité, la correspondance entre ce qui entre et ce qui sort. Comment ça fonctionne concrètement? Donc ici, voilà, on veut faire apprendre à une machine à reconnaître des animaux, et donc on va avoir une série de couches de neurones, avec des guillemets, et du coup on va diviser la tâche. Est-ce que l'image comprend un œil ou pas, des pattes ou pas, et par ajustement d'essai-erreur, après la machine sera capable de reconnaître s'il s'agit d'un chat ou pas, et potentiellement même de reconnaître des nouveaux animaux, voire de décider si des animaux qu'on ne lui a pas donnés sont présents ou pas dans les images. Donc il y a un découpage des matériaux visuels concrètement en vecteurs, à savoir, donc la machine va découper l'image en coordonnées géométriques et après lui appliquer des règles qu'elle va elle-même écrire. Autrement dit, on lui présente un jeu, en l'occurrence d'animaux étiquetés. Oui, il y a bien un chat, non, il n'y a pas de chat. Oui, il y a un chien, non, il n'y a pas de chien. On lui donne le même jeu d'images non étiquetées et après, la machine essaie de trouver une correspondance pour s'ajuster en fonction de ça. Donc plus on a de données de départ, enfin en tout cas plus on a de jeux étiquetés et de jeux donnés, mieux c'est. L'idéal de ce fonctionnement est du coup de parvenir à ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé, où du coup on pourrait se passer potentiellement de jeux de données étiquetées. Je m'excuse si c'est rapide sur le fonctionnement, mais j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà ça. Au niveau des applications du deep learning, je propose de recourir à ces deux termes, une rhétorique de l'alerte et de la performance. Ça va en général de pair, à savoir, donc là je suis plutôt dans le champ médiatique, voire masse médiatique, quand ces technologies sont relayées. On a souvent une rhétorique de ce type-là. Une fois n'est pas coutume, j'ai cité un Figaro Madame dans mes slides, qui mentionne un rapport selon lequel 50% des emplois ont ou auraient le potentiel d'être automatisés avec les technologies actuelles. Donc là, on a à la fois l'alerte, voilà, tout le monde va être au chômage, et à la fois la performance. Ces technologies seraient très puissantes pour du coup remplacer jusqu'à 375 millions de travailleurs d'ici 10 ans, précisent les experts. Ça fait sérieux du coup de dire les experts. Quelles applications actuelles ou potentielles? Les exploitations de données, la robotique qui a été évoquée auparavant sur les robots de Boston Robotics, et la reconnaissance vocale, applications bancaires, la médecine, reconnaissance de forme, comme j'ai montré avant sur les animaux, ou les moteurs de recherche. Donc, en tout cas, le point commun, c'est des champs où les données sont en trop grand nombre pour que l'approche traditionnelle des datasets calibrés puisse être appliquée. Je vous montre quelques exemples bien connus. Les voitures autonomes, j'aurais pu mettre des guillemets à autonomes. Ici, un exemple développé par Google. Ici, donc, ça peut recouper, pourquoi pas, l'intervention de Pierre-Yves, un robot journaliste qui aurait écrit 850 articles. J'emploie à chaque fois le conditionnel, vous verrez après pourquoi. Et puis un robot avocat, donc là ça peut recouper également quelque chose qui a été dit ce matin. Alors en fait, il est assez limité, hein. Je crois que pour l'instant il peut rembourser des contraventions. Il rédige des lettres, enfin il pré-remplit des lettres à trous qui sont après envoyées aux autorités pour essayer de trouver des failles dans les amendes de véhicules. Mais il aurait quand même permis, soi-disant, de faire rembourser plusieurs amendes. Et je crois qu'il se rémunère avec un pourcentage là-dessus. Et puis ce champ-là que je n'ai pas le temps de développer faute de temps, le champ des enceintes vocales également ferait appel à du deep learning. Alors je vais nuancer, donc pourquoi le conditionnel? Donc rhétorique de l'alerte pour disons, il y aurait urgence à intégrer ça dans le débat public et dans le champ économique. Performance, ça remplacerait parfaitement les êtres humains. Ce n'est pas du tout sûr, notamment ça a été montré par Antonio Casilli, sociologue, dans son ouvrage qui a rencontré un certain succès de lecture, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, qui montre bien que derrière ces machines, toute une armée de petits travailleurs aux Philippines ou en Asie du Sud-Est se charge de réaliser des tâches
qu'il semblerait que la machine ne soit jamais en capacité de faire. On pourrait dire oui, on prend ces gens-là en attendant que la machine fasse mieux, mais en fait, il semblerait qu'intrinsèquement, structurellement, il soit impossible de parvenir aux tâches que les machines veulent faire, qu'un aspirateur ne pourra jamais calculer tous les recoins, qu'une livraison, une espèce de drone d'Amazon ne pourra jamais trouver le bon paillasson, le bon étage, il faudra toujours derrière mettre des gens. Et donc derrière cette rhétorique de la performance se cache en fait une forme de prolétarisation avancée. Donc on a juste remplacé les travaux des livreurs occidentaux par des gens au bout du monde qui vont contrôler des caméras, histoire de les payer 2 $ de l'heure environ sur les tarifs appliqués. Je reviens sur la boîte noire, du coup. Donc cette boîte noire, du coup, d'un côté, invisibilise les travailleurs, ce que je viens de dire très rapidement avec Caselli. Maintenant, je reviens du point de vue technique sur la notion de programmation et de paradigme technique, d'où ça vient. Je reviens à Turing, qui du coup nous disait dans le même article que je citais tout à l'heure, qu'une machine pourrait très bien fonctionner, mais on pourrait accepter nous voulons accepter, c'est affirmatif chez Turing, qu'une machine puisse fonctionner parfaitement, mais sans que les concepteurs ne puissent en décrire le fonctionnement, ce qui du coup pose d'emblée des questions éthiques, voire morales. Quelque chose qu'on retrouve quelques années plus tard chez Wiener, si on s'accorde à dire que Turing est dans la cybernétique, pourquoi pas. Du coup, le concept de black box est beaucoup plus présent dans la cybernétique, par analogie au cerveau humain, où ce qui compte, ce n'est pas tellement comment le cerveau fonctionne, c'est est-ce qu'on peut programmer des sorties en fonction de ce qu'on dit à une personne, est-ce qu'on peut analyser ou prédire comment la personne va réagir. Donc finalement, il n'y a pas besoin de connaître le fonctionnement interne pour pouvoir contrôler une situation. Du coup, la question qu'on peut se poser dès lors, c'est quelles sont les conséquences d'un paradigme technique qui repose sur de l'invisible et sur de l'inintelligible? Parce qu'on est vraiment là-dedans, me semble-t-il, avec les boîtes noires du deep learning. Pour traiter cette question, je vous propose de passer par un philosophe encore méconnu en France, en tout cas sur ce champ-là, d'origine tchèque, Wilhelm Flusser, qui du coup a écrit dans les années 1980 beaucoup de textes, il me semble vraiment intéressants aujourd'hui, sur les technologies numériques. Donc on connaît Guattari, on connaît pourquoi pas Deleuze ou Derrida sur ces enjeux-là, mais Flusser mériterait, me semble-t-il, d'être ajouté à cette liste. Donc 1920-1991, mort accidentellement. Il a vécu, pour dire très rapidement, en Allemagne. Il a fui le régime nazi pour s'installer au Brésil, où il a écrit là-bas en portugais. Ensuite, il a aussi écrit beaucoup en anglais et il a passé la fin de sa vie en France, dans le sud de la France, à Robion. Et cette partie de sa vie est très méconnue et à vrai dire, ses articles en français n'avaient jamais été publiés avant que je n'aille fouiller son archive à Berlin, qui est fréquenté par tout un tas de chercheurs, mais a priori par aucun Français ou presque pas. Alors pourtant, c'est juste à côté. Et d'ailleurs, les livres qu'on trouve actuellement en français sur la photographie sont des traductions, entre guillemets, inutiles, étant donné que la plupart des textes existent en français de la main de l'auteur. Bon, ce n'est pas le seul auteur dans ce cas-là, mais je mentionne ce problème de traduction. Alors, Flusser, du coup, nous a livré des réflexions tout à fait intéressantes sur la notion de programme et l'informatique. Je vais en dire quelques mots. Notamment l'idée, donc dès les années 80, Flusser entrevoit la capacité des machines à programmer les comportements humains, mais même plus à faire des humains des êtres qui s'autoprogramment. Ce qui, du coup, met complètement à mal, alors que l'informatique personnelle est à peine existante dans les années 80. Le Macintosh 1 dont on a parlé avec Derrida date de 1984. En tout cas, c'est absolument pas dans le grand public. Mais Flusser anticipe déjà que l'être humain, au contact de ces machines, va s'autoprogrammer, ce qui met du coup à mal l'idée qu'on puisse contrôler ces machines ou en garder la maîtrise. L'être humain va s'auto-machiner en quelque sorte. Il y aura un entrelacement très profond qui fait qu'on ne pourra plus séparer les deux. Et pour ça, il passe par le modèle de l'appareil photographique qu'il compare à une boîte noire, une black box. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et l'idée que du coup, l'appareil photo, donc il entrevoit également la photo numérique, qui n'existe évidemment pas encore à cette époque. L'appareil photographique, du coup, programme d'une certaine manière le photographe. Il ne peut pas être mis à jour. Aucune personne ne peut savoir comment fonctionne précisément un appareil photographique. Et du coup, l'art du photographe consiste à lutter, un peu comme une danse presque, d'avoir une sorte de lutte avec cet appareil photographique pour, je cite Flusser, lui faire cracher des informations imprévues. Et du coup, déjà chez Flusser, donc là, 1983, à Arles, aux rencontres de la photographie, cette idée que la boîte, donc appareil photo, après ça s'élargit à n'importe quel média ou ordinateur, peut nous dévorer, et que donc il faut, selon Flusser, la seule voie possible de sortie
à ce contrôle des machines ou à cet assujettissement des machines réside dans les pratiques artistiques. Un autre texte que je trouve intéressant dans les mêmes années, 1986, sur la robotique, peut-être ça peut aussi boucler sur la conférence d'avant. Je ne résiste pas à vous lire la citation. Les robots peuvent honorer notre père et notre mère à notre place. Donc c'est un article où Flusser se demande si des robots pourraient aller prendre soin des personnes âgées dans les maisons de retraite. Et est-ce qu'ils ne le feraient pas mieux que du coup, des êtres humains? Flusser répond oui. Et donc les robots peuvent du coup prendre soin des personnes âgées mieux que nous. Avec plus de précision, d'efficacité et de pertinence, tout comportement est théoriquement mécanisable, pensée, sentiment et même les inspirations les plus transcendantes. Si difficulté il y a, elle n'est que pratique. Donc il est du coup assez tranché vis-à-vis de ça. On pourrait aujourd'hui nuancer avec ce que dit Casilli. Effectivement, les difficultés pratiques sont quand même assez, pour l'instant en tout cas, assez importantes et on recourt encore à des prolétaires. Peut-être même qu'on ne pourra pas s'en passer. En tout cas, voilà, 1986, je trouve que c'est quand même assez intéressant de resituer ça. Et je mentionne également cet ouvrage, un autre inédit en français que j'ai fait publier récemment, Post-Histoire. Il existait déjà en anglais, où du coup, ça vous intéresse de creuser ces questions-là. C'est un essai où Flusser, du coup, analyse du coup, la notion de fonctionnaire à la suite de Hannah Arendt, du point de vue d'ailleurs, il se connaissait, du point de vue intellectuellement en tout cas, pardon, du point de vue des machines, du coup sur la programmation, l'autoprogrammation et l'assujettissement humain. En synthèse de Flusser, du coup, une réflexion que je n'ai pas développée ici, mais il y a aussi une longue réflexion sur l'écriture et même la fin de l'écriture, en tout cas fin d'écriture telle qu'on la connaît, au sens où les machines se mettent à écrire toutes seules des textes et donc ce sera une autre écriture qui n'aura plus rien à voir, elle serait totalement indéchiffrable. Donc là, il me semble qu'on est vraiment au cœur des enjeux du deep learning. L'idée, dès les années 1980 chez Flusser, que les machines programmeront d'autres machines, en plus des êtres humains, que du coup on serait transformé en fonctionnaire des machines et qu'on s'autoprogramme, y compris si les ordinateurs viendraient à faire autre chose ou même à disparaître. En tout cas, les subjectivités humaines ne sont plus dissociables de l'état technique des machines numériques. Bon, d'autres auteurs ont pensé ça, hein, Flusser n'est pas le seul. Mais en tout cas, à cette époque, à mon avis, il était quand même assez isolé dans ses raisonnements. Et de façon encore plus vertigineuse, nous dit Flusser, comment on fait pour critiquer des machines qui elles-mêmes réalisent d'autres critères ou d'autres concepts que les concepts traditionnels. Autrement dit, les concepts traditionnels de la pensée, selon Flusser, ne permettent pas d'affronter ces enjeux-là. Du coup, il nous faut nous équiper de façon intellectuelle avec des nouvelles idées pour affronter ces défis-là. On ne peut pas raisonner avec les anciens concepts dans un milieu technique qui n'a plus rien à voir. Il ne donne malheureusement pas beaucoup de réponses là-dessus, mais en tout cas, il a le mérite d'énoncer le problème. Il me reste combien de temps, Pierre-Yves? Parfait. Alors, je continue sur Flusser. Une voie de sortie possible, et là, on va aller dans la zoologie ou la biologie, avec un livre qui existe en français, qui va nous amener dans les abysses, le Vampirototis Infernalis. Alors, c'est un livre assez particulier, ici traduit de l'allemand aux éditions Zone Sensible à Bruxelles, mais en fait, j'ai retrouvé dans les archives une version française du manuscrit, mais peu importe, qui du coup propose un espèce de bestiaire imaginaire de poulpe, qui prend appui sur le vampire des abysses, hein, qui est un poulpe marin qui a été retrouvé il n'y a pas si longtemps, historiquement. Et du coup, Flusser a travaillé avec un artiste qui est mort il y a 1 an, qui s'appelait Louis Beck, qui vivait près d'Avignon, pour du coup faire de ce monstre une sorte de métaphore des médias et un double inversé de l'être humain. Donc, autrement dit, Louis Beck et Flusser inventent ce qu'ils appellent une paranature, donc une espèce de nature parallèle, une zoologie fictive, pour du coup penser ou repenser le rapport de l'être humain aux médias numériques sous un angle peut-être plus soutenable ou plus souhaitable. Vous allez me dire c'est quoi cette histoire. Je vais vous montrer quelques images, puis je vais les commenter après, de ces monstres, qui, du coup, dans l'esprit de Louis Beck, était aussi une espèce de métaphore de Flusser lui-même. Donc ils sont dotés de tout un tas de capteurs, de sondes, de membranes étranges. Et en fait, du coup, par extension, voilà, ça a été commenté par Yves Citon dans un article paru il y a 3 ans. Ces poulpes pourraient nous permettre, du coup, de repenser notre condition médiatique. Alors pourquoi? Ce vampire des abysses est en quelque sorte le double inversé de l'être humain. Par exemple, sa bouche est proche de son anus,
il se nourrit du plancton, il vit dans l'obscurité, on vit dans la lumière. Pour lui, l'art n'existe pas, tout est éphémère. Pour l'être humain, traditionnellement, l'art est quelque chose de plutôt stabilisé dans le temps. Donc, il nous diffère en tout point. Et pourtant, on pourrait apprendre de lui pour affronter les médias numériques, à savoir sur ses capacités de navigation et de filtrage de l'information. On pourrait du coup s'équiper à la façon du poulpe pour affronter les conditions médiatiques contemporaines, à la façon dont ces monstres ou ces animaux filtrent le plancton et arrivent à s'orienter sans passer dans le visible, à l'aveugle en quelque sorte. Du coup, le poulpe est tout à fait à l'aise pour s'orienter dans l'obscurité des fonds marins, et peut-être que du coup, on pourrait apprendre de lui pour nous orienter à nouveau frais dans l'opacité des technologies numériques. Vous m'excuserez pour le raccourci rapide de Flusser, mais je pourrais y revenir dans les échanges. En tout cas, je trouve cette métaphore est intéressante. Et cette notion de paranature, je la trouve également intéressante, à savoir, Flusser nous dit, une idée n'a pas besoin d'être juste pour être une bonne idée, on peut la reconnaître à sa capacité à provoquer de nouvelles pensées. Donc si cette paranature est plus forte dans ce qu'elle propose comme hypothèse qu'une nature, disons, prouvée de façon biologique, alors peut-être qu'on peut élaborer cette théorie et réfléchir à partir de ça. C'est plus de l'épistémologie, mais Flusser était beaucoup dans ce type de provocation. J'arrive à la dernière partie, du coup, après Flusser. Donc selon Flusser, vous l'aurez compris, là, dans un sens, une démarche artistique hein, sur ces planches anatomiques imaginaires. L'art et du coup, par extension, ça c'est moi qui le fais, le design comme porte de sortie possible et comme contre-pouvoir possible à ces avilissements des boîtes noires. Alors, 3 hypothèses de travail que je vous propose. D'une part, responsabiliser l'injonction à l'efficacité. Aujourd'hui, enfin en tout cas, pas depuis quelques années, les IA sont beaucoup communiquées sous l'angle de on va aller plus vite, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, etc. Bon, on sait bien que cette injonction à l'efficacité s'accompagne de tout un tas de menaces sur les libertés individuelles. Les exemples sont nombreux, hein, chez Uber, Netflix ou Adobe ou autres. En tout cas, donc cette programmation de l'être humain lui laisse, soi-disant, de moins en moins de marge de manœuvre au sein de ces interfaces. Donc ici, ce n'est pas d'exemple en art et en design, mais 2 initiatives, en tout cas 2 pièces de réflexion. Ici, un article de la revue Nautilus qui, du coup, montrerait que les IA du deep learning seraient potentiellement et structurellement insondables, opaques. Donc il y a des recherches en cours qui essayent de faire du deep learning quelque chose d'explicable. A priori, ce ne serait pas possible, structurellement. D'autre part, et ça peut-être que ça pourra intéresser mes collègues spécialistes du droit, initiative de Google sur un conseil d'éthique sur l'intelligence artificielle qui a explosé au bout de quelques semaines parce que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre des partis de différentes obédiences politiques et du coup aussi un problème de diversité sociale et ethnique dans les représentants. Donc voilà un article qui fait le point sur ça. Après, on pourrait aussi s'interroger sur est-ce qu'un conseil éthique pourrait affronter ces enjeux-là, si du coup, si on suit Flusser, s'il applique des règles morales ou des règles juridiques, entre guillemets, de l'ancien monde à un monde qui n'a plus rien à voir. Deuxième hypothèse de travail, donc là je vais revenir dans le champ de l'art et du design, désautomatiser l'art et le design. Donc bon, là ça mériterait une conférence à part, mais il y a beaucoup d'initiatives qui visent à automatiser la création graphique et la création d'objets en général. Adobe notamment s'est positionné là-dessus depuis 3 ans. Autodesk également dans le champ de l'architecture et du design d'objets. Ou ici une initiative qui vise à concevoir des interfaces de sites web de façon automatique et même encore pire, soi-disant, je n'ai pas pu le tester parce que c'est 500 € l'essai malheureusement, donc je n'ai pas pu vérifier l'argument marketing, à remplir le site de contenu une fois qu'on a commencé à en mettre. Le site va pouvoir s'auto-alimenter et l'interface va évoluer. Ou encore quelque chose, peut-être vous avez vu passer, un nouveau Rembrandt généré à partir des anciens Rembrandt. Bref, beaucoup de rhétorique là-dedans, et du coup, certains artistes et designers y répondent avec ironie, notamment ici une nouvelle collection pour Balenciaga qui du coup est assez crédible du point de vue stylistique pour la marque de mode, mais qui finalement fait que mettre en évidence le caractère déjà répétitif des collections élaborées par des êtres humains. Donc là, je trouve ça assez intéressant du coup d'utiliser l'IA pour mettre en évidence quelque chose qui existait déjà auparavant dans les effets de trends ou de patterns de répétition. D'autre part, un exemple que j'aime beaucoup, encore plus intéressant celui-là,
deux designers qui ont hybridé via du deep learning, du design scandinave et des matériaux trouvés en Chine à Shenzhen. Donc ça donne des objets assez bizarres. Ici, voilà une chaise en bois lamellé collé qui peut permettre de recharger un téléphone, une lampe en céramique qui fait, je sais plus, un contrôleur de jeux vidéo. Et donc après, ces objets-là, du coup, comme ça se base sur des banques de données à Shenzhen, ont pu être réalisés, commercialisés et mettre mis en ligne de façon automatique sur Alibaba. Pareil, donc là, ça met en évidence l'absurdité également d'une certaine conception du design qui vise à faire des choses uniquement parce que c'est possible de les faire. Oui, ici, il y a une espèce de chandelier de téléphone. Et troisième hypothèse de travail, déjouer l'opacité. Bon, celle-là, est-ce que c'est possible? Mais bon, on peut quand même essayer. Une initiative que je trouve intéressante ici de deux chercheurs d'origine, je crois, serbe, qui du coup, alors c'est tout petit ici, mais c'est plutôt fait pour être visible sur un mur de plusieurs mètres de long, une espèce de tentative d'analyse ou d'autopsie d'une enceinte Amazon Echo. Et donc, voilà, tout le fonctionnement de l'enceinte est représenté jusqu'au prolétaire qui l'entraîne sur une cartographie qui est assez gigantesque. Et donc, ça montre bien tout le déséquilibre qu'il y a entre un objet boîte noire, littéralement, ça ressemble à une boîte noire, et du coup, toute l'infrastructure technique qui lui permet de fonctionner. Les minerais, les câbles, les réseaux, les gens, etc. Donc, on peut quand même essayer d'ouvrir ces boîtes-là. Autre exemple dans le champ de l'art et du design, ici, une installation avec des objets qui ont été classés par une intelligence, donc dans des boîtes, dans des cases, littéralement, ici, des casiers, et qui, du coup, met en évidence une logique extra-humaine où on sent qu'il y a un classement qui est possible, vaguement par couleur, mais on ne comprend pas tout à fait comment ça fonctionne. Donc, le titre en français, à propos des machines, apprenant à voir du jaune ou du citron. Et donc, voilà, ces artistes nous disent qu'on court le risque de développer des technologies d'une telle complexité que notre capacité à les façonner pour servir le bien humain devienne très limitée. Donc, on retombe sur les intégrations de Flusser, ou sur d'autres penseurs on va dire sceptiques dans le champ des technologies. Je vais passer ça également. Conclusion. Si du coup on ne peut plus séparer vraiment l'être humain des technologies numériques, ou même de la technique en général, après tout on pourrait aussi argumenter que l'être humain, on n'a pas attendu les ordinateurs, mais qu'il se construit avec les techniques. Est-ce que ça a encore un sens de parler d'humanité numérique? Alors, trois conclusions avant de formuler deux questions. La machine, en creux, définit ce que l'être humain n'est pas. L'être humain n'est peut-être pas si créatif si, du coup, on peut automatiser une collection de modes. Peut-être que voilà, on a surestimé ça. Ou pareil pour la traduction. On voit bien, ok, l'être humain peut traduire quelque chose, mais oui, mais 10 ans plus tard, la machine peut le faire. Donc, on voit que les limites sont cesse repoussées et qu'on a toujours besoin de la machine comme double inversé pour définir ce que l'être humain est ou n'est pas. Donc c'est un miroir qui serait nécessaire, et peut-être même que sans ce miroir, du coup, même la notion d'être humain serait problématique parce qu'on n'aurait pas de repère pour le définir, pour en voir les limites. Autre du coup, point que j'ai essayé d'énoncer avec vous, du coup un entrelacement entre les capacités cognitives et les technologies de calcul ou de computation, qui fait qu'on ne peut plus séparer les deux. Donc pour moi, là, il y a un vrai problème si on veut trancher entre humain et machine, ou entre humain et ordinateur. Et d'autre part, et là c'est assez problématique, en tout cas ça doit nous interroger, du coup cette opacité intrinsèque, si on continue d'aller dans cette direction technique, nous invite dès lors à abandonner complètement, ou en tout cas de façon assez importante, les idées de contrôle et de maîtrise. Donc l'idée de garder la main sur l'humanisme, me semble-t-il, là elle est mise en péril avec ces technologies. On ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? À la façon des zoologistes, voire des anthropologues, on peut uniquement observer les effets, les conséquences, les sorties. Donc les programmes deviennent comme des êtres vivants dont on ne peut observer que les conséquences et non pas le fonctionnement interne. Donc on doit abandonner le contrôle et du coup peut-être trouver d'autres approches intellectuelles pour analyser ces objets. Donc deux questions pour finir, ce sera ma dernière slide. Est-ce que du coup il nous faudrait dès lors penser ou repenser les humanités numériques sans l'humanisme? Et, ce n'est pas contradictoire, intégrer ou repenser les humanités numériques au regard des Digital et Cultural Studies qui, du coup, me semble-t-il, essaient d'affronter ces questions aujourd'hui. Et c'est des débats, alors peut-être je me trompe, mais que je n'ai pas beaucoup entendu dans les colloques en humanité numérique. Donc voilà, je serais ravi d'en discuter avec vous. Je n'ai pas de réponse à ces deux questions. Merci.